Bienvenue dans Le rhumatisme et moi, le podcast de la Ligue suisse contre le rhumatisme. Les personnes qui vivent avec des rhumatismes le savent, la douleur est un thème central des rhumatismes. Et avec cette douleur vont souvent des limitations au quotidien dans nos activités physiques, sociales, professionnelles. Tout cela peut peser lourd sur la santé mentale, alors aujourd'hui, on aborde ce sujet, mais aussi ceux de la résilience et de l'estime de soi, avec deux invités, Christine Favre, psychothérapeute, et Célia Gomez, qui vit avec une polyarthrite. Et on va surtout parler des ressources et des stratégies qui existent pour vivre en bonne santé mentale malgré la présence des rhumatismes. Bonne écoute. Alors bonjour à toutes les deux, merci d'avoir accepté cette invitation pour ce podcast. Comment est-ce que ça va aujourd'hui ? Ça va bien, bonjour. Ça va très bien, bonjour. Alors Christine, est-ce que vous voulez bien vous présenter, vous ainsi que vos activités ? Alors je suis psychologue, psychothérapeute. Je travaille maintenant en pratique privée à Martigny depuis une année, mais j'ai travaillé pendant plus de 20 ans à la clinique romande de réadaptation. D'où des patients qui souffrent de douleurs et une expertise qui s'est faite avec les années. Et vous, Célia, vous voulez nous en dire un petit peu plus sur vous ? Oui, alors moi j'ai 32 ans, je vis à Genève, je travaille en fiduciaire depuis plusieurs années. Et comme vous l'avez dit dans l'intro, du coup je souffre de polyarthrite depuis maintenant une dizaine d'années. Et comment est-ce qu'elle est apparue, cette polyarthrite ? Quels ont été les premiers symptômes et qu'est-ce qui s'est passé dans les premières années ? Alors, je dirais que ça a un peu commencé fin de mon adolescence et avant d'avoir mes 18 ans. J'ai commencé à avoir rapidement des douleurs, surtout au niveau du genou et du sacrum. Rapidement, je suis allée voir quelques médecins du sport. On m'a dit que j'avais une sciatique, qu'il fallait potentiellement perdre du poids. J'ai fait des IRM. Et finalement, c'est rapidement ma mère qui m'a dirigée vers sa rhumatologue, parce que ma mère et ma grand-mère souffrent aussi de maladies rhumatoïdes, donc c'est de famille. J'ai passé tout simplement un IRM complet, sauf erreur. Et puis du coup, la rhumatologue de ma mère, qui est maintenant la mienne depuis une dizaine d'années, m'a annoncé que j'avais du coup bel et bien une polyarthrite rhumatoïde, avec aussi du psoriasis, sinon ce serait pas drôle. Christine, dans les maladies rhumatismales, il n'y a pas que la douleur physique et les limitations du corps qui sont problématiques. Il y a aussi tout un aspect autour de la santé psychique qui est primordial. Est-ce que c'est juste ? Est-ce que c'est souvent le cas ? C'est malheureusement souvent le cas. Si la douleur était que physique, ce serait peut-être moins pénible, mais avoir des douleurs, être limité, pas savoir ce qui va nous arriver, ça provoque beaucoup de détresse psychologique, soit de la tristesse parce qu'on doit renoncer à des choses, soit de l'anxiété parce qu'on ne sait pas comment sera l'avenir, soit beaucoup de colère. Il y a énormément d'impact de la douleur physique sur la vie de la personne et sur la personne. Célia, comment est-ce que vous l'avez vécu, vous ? Comment est-ce que vous le vivez encore, cette question des émotions, de la santé mentale ? Je dirais que ça a un peu évolué. Au début, je pense que j'ai pas tout de suite réalisé vraiment qu'est-ce que c'était cette maladie. Et puis en fait, au fur et à mesure où malheureusement il y a eu des crises qui sont apparues, et puis toujours durant, c'est encore le cas, mais surtout au début, on cherchait le bon traitement. Donc le corps était encore pas stable par la médication. Et du coup, j'ai rapidement eu de la frustration, comme ça a été évoqué, et puis aussi de la tristesse. C'était vraiment... je répète souvent à mon entourage que c'est très frustrant parce que j'ai maintenant 30 ans et j'ai encore l'impression des fois d'être bloquée dans un corps de 90 ans. Et du coup, ça amène chez moi beaucoup, au-delà de la douleur physique, au niveau émotionnel, souvent beaucoup de frustration et de tristesse, je dirais. Et vous avez dit qu'il y a des périodes qui étaient plus difficiles que d'autres. Ça pouvait être des périodes de crise, par exemple ? C'est principalement quand il y a les périodes de crise, parce que les douleurs physiques sont tellement fortes. Du coup, chez moi, l'inflammation est principalement du sacrum au genou gauche. Et puis après, moi, j'avais eu des atteintes périphériques, comme on dit. Et du coup, j'ai eu le pied et encore là, en début d'année, mon pouce. À savoir que moi, c'est que la partie gauche qui est atteinte. Et en fait, les douleurs sont telles que c'est insupportable. Et en fait, c'est
extrêmement fatigant, mentalement, moralement. Et en fait, j'ai des fois l'impression que la douleur est plus psychologique que physique. C'est comme si ça prenait à un moment le dessus. Du coup, c'est vrai que ça reste encore quelque chose que j'ai de la peine à gérer au niveau des émotions quand une crise apparaît. De la peine à gérer, ça veut dire qu'il y a des émotions qui sont très très fortes et vous les prenez de plein fouet ou c'est difficile à comprendre ou... Alors, l'incompréhension toujours, parce que je suis sous médication actuellement et pourquoi mon corps d'un coup réagit comme ça. C'est-à-dire, pour donner un exemple, en début d'année, je me suis réveillée un matin et mon pouce avait triplé de volume, sans aucune raison. Mon pied, c'était pareil. Savoir que la veille, je fais quand même maintenant pas mal d'activités sportives, de savoir que la veille, je suis capable de faire de la boxe et le lendemain, je suis incapable de plier mon pouce. On se sent très impuissant face à ces situations quand le corps réagit comme ça. C'est vraiment des émotions qui arrivent d'un coup et où j'arrive pas tout de suite à gérer. Ça prend quand même un petit peu de temps, sachant qu'en plus, les crises peuvent durer... La dernière en date, là, elle a duré presque 1 mois et demi, ce qui est aussi extrêmement long. Personnellement, pour moi, c'est très, très long. Et puis, comme on l'a évoqué avant aussi, c'est le côté d'être frustré de ne pas pouvoir vivre sa vie. Enfin, moi, je me suis retrouvée de nouveau à l'arrêt pendant plusieurs semaines et je suis quelqu'un qui est actif, qui aime sortir, voir mes proches, profiter de la vie. Et là, on n'a pas le choix que d'écouter son corps. Donc, ça reste un peu complexe. Christine, dans votre travail, comment est-ce que vous pouvez accompagner les personnes concernées par ces douleurs, par ces différents types de maladies, pour qu'elles puissent mieux vivre au quotidien ? Alors, il y a plusieurs choses qu'on peut faire. La première chose, je pense que c'est vraiment de valider, de leur montrer qu'on les croit, qu'on ne juge pas et qu'on croit cette douleur. Et ensuite, je dirais, après, il y a un peu 2 axes. Il y a un axe qui est aider à trouver des stratégies pour mieux vivre avec, pour mieux faire avec la douleur quand elle est là, pour mieux faire avec l'activité quand j'ai mal. Et puis, une autre piste aussi, c'est celle un peu qu'on dirait de l'acceptation. C'est arriver à reconstruire sa vie, à avoir une vie qui a du sens, malgré les douleurs. Alors l'acceptation, on en parlera plus tard. Mais tout d'abord, vous êtes spécialisée en TCC, ça veut dire la thérapie cognitivo-comportementale. Qu'est-ce que c'est cette TCC ? Alors la TCC, c'est une approche qui a notamment comme caractéristique qu'on travaille beaucoup en collaboration avec le patient. On va essayer de chercher ensemble, à comprendre ensemble, à chercher d'autres façons de faire ensemble. Et l'autre caractéristique, c'est qu'on s'intéresse avant tout à la vie actuelle, au maintenant, à l'ici et maintenant, les difficultés que j'ai maintenant à vivre et de chercher des façons de mieux vivre. Célia, la thérapie pour vous, ça a été une piste, ça a été une solution par moment, ça vous a aidé ? Alors, de manière générale, oui. J'ai suivi durant plusieurs années une thérapie pour d'autres raisons que ma maladie de rhumatisme, mais finalement, l'un dans l'autre, ça m'a aussi beaucoup aidé à mieux comprendre mon corps et aussi quand même à mieux gérer mes émotions. Et même si elles arrivent des fois, comme je le disais avant, de manière instantanée quand il y a une crise, aussi les accepter en fait quand elles sont là. Et puis, à part avec des professionnels de la santé mentale, avec des psychothérapeutes, est-ce que vous avez pu en parler facilement autour de vous et qui a pu vous soutenir dans votre entourage ? Alors, premièrement, j'ai tout de suite envie de dire ma famille, plus particulièrement ma mère, qui a aussi du coup une maladie rhumatismale depuis plusieurs années. Du coup, elle a tout de suite compris mes douleurs et il n'y a pas eu du tout... le jugement n'a absolument pas eu sa place dans mon entourage familial ou proche. J'ai vraiment été toujours très soutenue, très comprise. Donc ça, c'est vrai que c'est une chance. Et puis, je dirais, au-delà de ça aussi, beaucoup... j'ai une relation, beaucoup de confiance avec ma rhumatologue,
qui fait toujours, qui m'écoute beaucoup et me donne toujours les meilleurs conseils quand il y a des moments plus compliqués que d'autres. Est-ce qu'il y a eu d'autres relations, d'autres interactions où parfois vous étiez moins entendu, où c'était plus compliqué ? Je dirais oui, et en fait je dirais au début. Au début, avant que je sois diagnostiquée, il y a eu beaucoup de frustration, et puis j'avais l'impression qu'on m'écoutait pas. La plupart des médecins que je voyais étaient persuadés que j'avais une sciatique. En plus, on m'a recommandé de perdre du poids, sachant aussi que j'ai été suivie pour des troubles du comportement alimentaire. Donc c'est toujours des choses qui sont pas évidentes à entendre, surtout quand ça peut venir de professionnels de la santé. Et puis, il y a aussi ensuite, quand en plus ça vient d'un professionnel de la santé, vous pouvez vous-même ensuite avoir le doute. Est-ce que j'en fais pas trop ? Est-ce que ces douleurs sont vraiment là ? Est-ce que c'est dans ma tête ? Et c'est vrai que une fois qu'il y a eu le diagnostic, je crois que j'ai été presque soulagée de me dire que le mot est un peu fort, mais que j'étais pas folle et que ces douleurs, elles étaient bien là. Et après, moi, c'est vrai que ça s'est vu parce qu'avec ma polyarthrite, il y avait aussi du psoriasis. Donc, j'avais énormément de psoriasis sur les mains et les pieds. Donc, c'était quand même la maladie se voyait un petit peu, on peut dire ça comme ça, par rapport à travers les problèmes de peau. Christine, le fait de se sentir écoutée par ses proches, le fait de se sentir aussi validée dans ce qu'on vit, les liens sociaux, ça joue un rôle important pour aller bien quand on vit avec ce type de maladie ? Alors, d'une façon générale, on sait que ce qui est important, qui est un facteur protecteur, comme on dit, c'est le soutien social et les liens sociaux. Après, à partir de là, c'est beaucoup plus complexe que ça, parce que vous avez une chance folle que les gens, que votre famille comprenait, etc. Des fois, il faut dire aussi, ça se voyait un peu, donc c'est des fois plus facile. Mais c'est vrai que sinon, les gens peuvent être au début extrêmement attentifs, comprendre. Et puis avec les mois qui passent, le fait qu'on voit moins, les gens oublient des fois un petit peu et se disent, mais enfin, c'est pas possible d'avoir encore toujours mal, etc. Donc il y a des choses difficiles dans les relations avec les autres. Et il peut y avoir aussi des choses qui sont difficiles pour la personne, alors je sais pas pour vous, mais de devoir des fois demander de l'aide. C'est pas des choses simples. On aime quand même bien souvent pouvoir se débrouiller par soi-même, et demander de l'aide pour des choses des fois qui sont plus basiques, ça peut être aussi compliqué. Donc c'est toujours... c'est complexe, mais c'est vraiment important. On sait que si on a des bons liens sociaux qui arrivent à se maintenir, avec qui on peut parler, on est bien protégé. C'est difficile parfois de demander de l'aide, Célia ? Oui. Ça me fait tout de suite écho au début de l'année, qui est ma dernière crise, donc qui était en janvier, je pense, 2025. Et j'ai eu en fait de nouveau une très grosse inflammation au sacrum et ainsi qu'au pouce, donc je pouvais absolument pas utiliser ma main gauche. Et j'ai eu pas mal de mon entourage, dont mes meilleurs amis, qui m'ont rapidement dit on peut te faire les courses, on peut t'aider pour ci, pour ça. Et j'ai beaucoup de peine à déléguer dans ces moments-là. Et puis après, il y a aussi un moment où là, il n'y a pas forcément une question de fierté, mais au bout d'un moment, de toute façon, il faut dire oui et accepter l'aide bienveillante de son entourage, parce que des fois, en fait, on ne peut pas faire plus. Mais j'ai souvent envie, par rapport à ma maladie, de gérer seule, de faire face seule. Mais je pense que c'est au contraire dans ces moments-là où il faut d'autant plus accepter l'aide de son entourage. Alors, demander de l'aide, c'est souvent difficile. Il y a aussi une question de confiance en soi qui se pose. Christine, vous, ce thème de la confiance en soi, il est central dans vos consultations, c'est juste ? C'est quelque chose qui est récurrent, qui est extrêmement important. Peut-être que les patients que je vois ne parlent pas tout de suite de ça. Mais la confiance en soi est souvent altérée quand on souffre de douleur depuis longtemps, quand on ne peut plus faire notre vie, quand on ne peut plus être qui on a envie d'être. Et ça nous remet beaucoup en cause. Et comment est-ce qu'on peut travailler sur cette confiance en soi ? Comment est-ce qu'on peut se voir de manière un peu plus positive ?
question difficile. Évidemment, il n'y a pas de réponse comme ça simple, mais c'est vraiment tout un travail je dirais, de faire des choses qui nous intéressent et qui ont du sens pour nous. Ça aide déjà beaucoup. Et puis aussi de voir, moi, ce que je remarque souvent, c'est que les personnes qui souffrent beaucoup, qui sont limitées, où c'est difficile il y a toujours cette comparaison. Avant, j'arrivais à faire, maintenant, j'arrive plus. Ou alors, je suis vraiment devenue incapable et c'est toujours, ils voient en premier ce qu'ils n'ont pas réussi à faire et ils voient moins ce qu'ils ont réussi à faire. Et il y a tout un travail qu'on peut faire justement sur ces aspects qu'on appelle les pensées ou les cognitions, de prendre l'habitude de aussi voir le côté qui est ce dont on est capable, de mettre l'accent là-dessus et pas uniquement sur le côté de nos incapacités. Ça, c'est une approche. Et puis l'autre approche, c'est faire les choses qu'on a envie de faire, retrouver nos valeurs, faire des choses qui sont en accord avec nos valeurs. Donc, essayer de voir les choses différemment, ça peut vraiment aider. Alors, je pense que ça peut aider. Ça peut aider, en tous les cas, de rester dans une détresse qu'on pourrait dire appropriée, parce que quand même, vivre avec des douleurs, pas pouvoir faire les choses qu'on aime, c'est normal et logique d'avoir des émotions de tristesse, par exemple, de ne pas être content avec ça. En revanche, si on connaît, il y a ce qu'on appelle la détresse exagérée ou inutile, et là, c'est voir les choses de façon beaucoup plus dramatique, exagérée, absolue. C'est par exemple se dire, eh bien oui, je ne peux plus faire de la randonnée, et ça c'est approprié. Et puis se dire, je suis devenue nulle et ma vie n'a aucun sens, ça c'est exagéré. Et dans ce sens-là, essayer de voir ce qu'on arrive encore à faire nous permet de rester dans une détresse qui est appropriée, qui n'est pas facile forcément, mais qui est appropriée. Célia, dans des périodes où il y a des crises, comment est-ce que vous arrivez à gérer cette détresse ? Je crois que j'ai pas forcément de réponse encore à ça. Tout ce que je sais, c'est que vu que dans ma maladie, les crises peuvent arriver à tout moment. Elles sont pas souvent là, mais quand elles sont là, elles sont extrêmes. En fait, quand il y a pas de crise, psychologiquement, je vais très bien. Quand ma maladie est endormie, comme on dit, tout va bien. Je peux tout faire physiquement, il n'y a pas de douleur, j'ai pas une médication qui est compliquée ou qui m'amène des contraintes, donc en fait, il n'y a pas de souci. Par contre, il est vrai que quand les crises sont là, les émotions, c'est toujours quelque chose qui prend beaucoup de place. Moi, j'y vois des fois, peut-être même trop, comme une détresse un peu exagérée encore. J'ai l'impression que c'est tellement fort, que ce soit douleur psychologique ou physique, que en fait ça me met vite par terre. C'est souvent le mot que j'utilise. Mais dès que ça se calme, c'est comme si tout ça partait. J'ai des fois encore l'impression que c'est encore quelque chose que j'essaye de gérer au quotidien. Parce que quand tout va bien, il y a un peu un déni de cette maladie, du coup. Mais dès que les crises sont là, ça me revient de plein fouet. Du coup, c'est encore pas évident. J'arriverai pas encore trop à répondre à cette question. Je suis encore en phase de recherche, je crois. Et puis au début du podcast, on a parlé de la question de l'acceptation. Est-ce que, Célia, vous diriez que maintenant, vous avez accepté votre maladie ou c'est un peu un gros mot pour vous ? C'est un peu un gros mot. C'est toujours très compliqué. J'ai toujours dit à mon entourage que j'étais très consciente que ce n'était pas une maladie grave, mais que c'était une maladie chiante, si je peux me permettre. Du coup, est quand même très présente quand ça va pas. Du coup, l'accepter, je sais pas. Mon corps et mon cerveau n'arrivent pas à dire oui encore. Et je pense que c'est des choses qui vont peut-être se faire au fil des années et petit à petit. En tout cas, j'accepte de vivre avec parce qu'elle ne m'encombre pas au quotidien pour l'instant.
Christine, vous, cette question de l'acceptation, c'est assez central dans votre accompagnement. Mais en fait, vous la définissez comment, cette acceptation ? Alors, c'est très difficile à définir l'acceptation. La chose de base, je dirais, c'est se poser la question, qu'est-ce que je peux ou je dois accepter ? Et c'est en tous les cas pas accepter la maladie et la douleur en tant que telle. C'est plutôt accepter ce que je peux pas changer. Et ce que je peux pas changer, je dois trouver une façon de faire avec. Après, sur l'acceptation, il y a aussi quelque chose qui est de l'ordre d'arriver à définir dans le sens, souvent moi j'entends, mais il est hors de question, moi je veux pas accepter, je veux pas me résigner. Et c'est pas ça l'acceptation, c'est pas se résigner par rapport à avoir la maladie et plus rien faire, parce que se résigner, ça veut dire j'arrête de lutter. Et c'est plutôt changer la perspective de la lutte, lutter non pas contre la maladie qui est là et contre laquelle je peux rien faire, mais plus lutter pour continuer ma vie, pour faire des choses qui ont du sens, pour être bien. Et ça, c'est un autre aspect. Un autre aspect encore, c'est celui de dire l'acceptation, c'est pas quelque chose qu'on atteint une fois, c'est là et tout va bien. C'est plutôt tout un processus avec ses hauts et ses bas, parce que en pleine crise, je pense qu'accepter, ça va pas, c'est pas possible. On peut pas accepter d'être mal comme ça quand on est mal. Mais l'acceptation serait d'accepter qu'il y a ces crises et que dans les crises, effectivement, je suis pas bien. Mais j'arrive à continuer et en dehors des crises, je peux construire ma vie. Oui, et je suis tout à fait d'accord parce qu'il y a je vois pas du tout cette maladie comme un frein ou comme un fardeau. C'est pas du tout quelque chose qui me pèse et que je vois comme négative. C'est là et il faut faire avec. Et les douleurs, quand elles sont là, elles ont beau être difficiles. Je vois toujours ça un peu comme une leçon ou un peu comme si on gravit une montagne et des fois, voilà, il faut faire des pauses. Il y a des moments où ça va mieux, des moments où ça va moins bien. Mais je sais que je suis capable de continuer à faire le chemin et ça ne m'empêche pas de continuer d'avancer. Donc après, j'ai toujours été de nature assez, voire très positive. Donc je pense que ça aide aussi beaucoup. Et Christine, qu'est-ce qu'il existe comme stratégie à mettre en place, comme technique, pour vivre un peu plus sereinement avec la maladie, pour continuer son chemin, comme dit Célia ? Alors, je pense qu'il y a vraiment plusieurs stratégies. Il y a une dont vous venez de parler, c'est même quand vous avez les crises, vous continuez à faire. Alors, vous faites différemment. Il faut pas trop faire, il faut pas rien faire. Donc, il y a toutes les stratégies qui concernent les activités qu'on fait et comment on les fait, comment on continue à les faire. Ça, c'est un type de stratégie. Il y a un autre type de stratégie dont on a parlé avant, cette façon de voir les choses, de voir ce qui nous arrive, d'interpréter ce qui nous arrive, de mettre l'accent sur ce qu'on fait et pas sur ce qu'on n'arrive pas à faire. C'est des stratégies plus cognitives, donc de pensée, comme on l'a dit. Et il y a d'autres stratégies peut-être plus liées à la douleur en tant que telle, la douleur physique, j'ai envie de dire, c'est les stratégies qui concernent l'attention. Ce serait par exemple faire des stratégies de distraction. J'ai mal, je suis pas bien, mais bon, c'est des douleurs qui sont autour de... Parce qu'on a l'habitude de demander quel est le niveau de douleur de 0 à 10. Quand c'est des douleurs autour de 6, comme ça, de se dire qu'est-ce que je pourrais faire qui m'occupe l'esprit. Et l'esprit, au lieu d'être sur les sensations douloureuses, va être sur ce que je suis en train de faire. Les puzzles, par exemple, c'est magnifique pour ça, si on aime faire, parce qu'on doit être très, très concentré sur ce qu'on fait. Et ces stratégies de distraction, on sait qu'elles marchent si les douleurs ne sont pas trop intenses. Si elles sont trop intenses, ça ne marche pas. L'autre côté, il y a la pleine conscience. On a tous entendu parler de la pleine conscience. Il y a la relaxation, qui sont aussi des bonnes stratégies. Alors la relaxation pour essayer de détendre le corps, pour ne pas renforcer les douleurs. La pleine conscience pour essayer de ne pas se focaliser sur les pensées, sur les sensations, mais de rester sur l'expérience qu'on vit sans la juger. C'est des stratégies qui peuvent être efficaces
qu'on connaît comme étant efficace, mais c'est aussi une histoire de moment, c'est une histoire de où en est la personne dans sa vie aussi par rapport à la douleur. Célia, vous, qu'est-ce que vous avez mis en place pour prendre soin autant de votre santé mentale, mais aussi de la santé physique, enfin de la santé en général en fait? Je dirais que j'adapte un peu l'attention à mon corps en fonction des périodes. Quand tout va très bien, il y a beaucoup l'activité physique qui me fait beaucoup de bien, avec la natation ou la boxe. Et là aussi, je sens que mon corps aime, si on peut dire ça comme ça, quand il y a cette activité. Enfin, je sens vraiment intérieurement que ça fait beaucoup de bien. Et puis, il y a aussi, je pense qu'il y a tout de suite un aspect psychique, parce que je sens aussi sur mon mental que je me permets de me dire toujours, t'arrives à faire ce type de sport malgré cette maladie. Et après, je dirais que j'ai peut-être plus une attention douce, j'ai envie de dire, quand peut-être les crises sont là. Vous évoquiez les puzzles. Moi, j'ai remarqué qu'il y avait souvent le coloriage qui était un peu une espèce de distraction. J'ai aussi pratiqué il y a quelques années, et j'arrive encore avec tout ce qui est l'hypnose et la méditation. Et c'est beaucoup des choses qui... là, ça va être plus sur l'abcès du coup, psychique, où j'essaie de me détendre, de penser à autre chose, un peu enlever les pensées négatives qui peuvent vite envahir, en fait, être vraiment présent dans des moments compliqués. Du coup, j'adapte un peu en fonction du moment. Il faut avoir beaucoup d'outils. Il faut avoir vraiment différentes stratégies. C'est ça qui va aider. Il y a les catégories, le faire autrement, le penser autrement, sortir des pensées négatives. Il y a tout ce qui est la distraction ou la relaxation. Mais l'idéal, c'est de les avoir toutes pour savoir quand je les utilise. Christine, il y a un thème qui revient souvent quand on parle de cette grande question de la santé psychique, c'est celui de la résilience. Qu'est-ce que ça veut dire, cette résilience ? Alors, d'une façon générale, la résilience, c'est la capacité à rebondir face à l'adversité. À l'origine, c'était face au traumatisme, surtout que ça a été développé. Donc, capacité à rebondir, à dépasser le traumatisme ou l'adversité, la maladie, etc. Et puis vous, est-ce que vous l'utilisez, ce terme, dans votre pratique ? Alors moi, je ne l'utilise pas beaucoup, parce que dans la pratique, avec les patients, on va surtout parler de leurs ressources adaptatives, de leurs forces. Douées, c'est une question que j'aime poser aux patients, après avoir parlé de tout ce qui est difficile, de leur dire, mais finalement, elle est où votre force ? Comment vous faites ? C'est quoi votre force pour tenir autant que ça, pour arriver à vous en sortir et à être là, à vous adapter à ce qui arrive. Et Célia, est-ce que vous diriez qu'avec tout ce que vous mettez en place pour prendre soin de votre santé, vous êtes plus résiliente qu'avant ? Oui, clairement. Oui. J'ai eu du coup tout un suivi thérapeutique, et puis avec les années, maintenant je suis tout à fait en phase avec mes émotions, avec cette maladie. Et puis oui, la résilience, c'est vraiment quelque chose que j'ai l'impression d'avoir atteint, ou en tout cas qui est présente en moi. Donc c'est un processus, c'est quelque chose qui change. Est-ce qu'à chaque crise, on devient un petit peu plus résiliente que celle d'avant ? Peut-être, mais peut-être même pas forcément les crises, peut-être juste la vie suit son cours, et puis petit à petit, en fait, de manière naturelle. Je pense que souvent, on va vite prendre les événements plus dramatiques ou plus négatifs, mais je pense que ça peut être aussi des événements positifs qui peuvent amener à l'avancée. Ça me fait penser, ce que vous dites, à un concept qu'on utilise plutôt que résilience. On parle des fois de croissance post-traumatique. Un terrible mot, mais en fait, ça veut dire que c'est ce qui nous arrive, et il y a des personnes qui réagissent comme ça, que finalement, de quelque chose de très négatif qui est arrivé, ça leur change leur façon de
peut-être de voir la vie, de réfléchir, de voir les choses. Et il y a une sorte de sagesse, des fois, qui arrive. Ça me fait penser à un patient c'était terrible ce qu'il avait eu et les douleurs qu'il avait encore. Et il dit, mais finalement, je suis devenu un homme meilleur depuis cet accident, depuis ça. Et cette capacité-là d'en faire quelque chose d'un malheur qu'on a, on appelle ça, c'est une sorte de résilience. Et c'est un peu ce que vous dites, c'est quelque chose qui va se construire avec le temps. Oui, je suis assez... ça me parle totalement parce qu'il est vrai qu'au-delà de ma maladie, j'ai aussi eu un accident assez important petite. Et je pense que c'est des événements qui peuvent en fait finalement être des forces et faire la personne que l'on est. Et ça peut être des fois même un plus, comme une espèce d'allié. Du coup, ça me parle totalement. Et est-ce que la maladie, malgré tous les aspects qui sont plutôt négatifs, est-ce que vous diriez aussi que ça vous a apporté un plus ? Oui, je dirais surtout que, contrairement... Enfin, il y a encore quelques années, j'étais pas forcément quelqu'un qui arrivait à m'écouter, à poser mes limites. Et maintenant, j'écoute tout simplement mon corps et je pose mes limites sur tous les aspects, dans tous les sens du terme. Et du coup, ça, pour moi, c'est vraiment quelque chose dont je suis plutôt fière, oui. Et je pense que c'est vraiment quelque chose de très important. Souvent, je pense que dans les maladies rhumatismales, quand on parle d'écouter son corps et poser ses limites, on parle vite au niveau physique. Mais moi, je pense qu'il faut d'autant plus sur l'aspect psychologique. Et je pense que l'un dans l'autre se combine. Et si ça se combine, ça peut que apporter du plus. Alors voilà, on arrive au terme de cette discussion. Est-ce que vous voulez conclure par un petit mot de la fin ? Alors moi, je dirais que félicitations. Vous avez vraiment, vraiment beaucoup de ressources. Et surtout la façon dont vous vous êtes construite avec cette maladie, ça peut donner confiance vraiment. On peut s'en tirer, mais ça prend du temps et on passe par des moments très difficiles. Mais on peut vivre bien. Et c'est vraiment pour moi l'essentiel, c'est arriver à avoir une vie qui a du sens et sentir qu'on a du sens en tant que personne. Oui, je suis totalement d'accord et merci. Et moi, j'ai plus envie de communiquer qu'il faut essayer d'avoir, comme on l'a exprimé avant, le maximum d'outils. Parce que je pense que plus on a d'outils, mieux c'est. Que ce soit pour soi, pour son corps, peu importe. Et surtout, ne pas avoir peur d'en parler. Parce que, et là, je ne parle pas forcément que la partie maladie rhumatismale, mais aussi la santé mentale. Je pense que c'est aussi très important. Si on a des personnes à qui on a confiance, que ce soit des professionnels de santé ou son entourage, ses amis, peu importe, en parler. Parce que je suis sûre que tout le monde a une oreille autour de soi. Et je pense que c'est très important. Merci d'avoir suivi cet épisode du podcast Le rhumatisme et moi. Vous pouvez retrouver les épisodes précédents sur le site de la Ligue suisse contre le rhumatisme, ligue-rhumatisme.ch. Et si vous voulez soutenir cette série podcast, nous vous invitons à la noter sur les plateformes d'écoute et par exemple à nous laisser 5 étoiles sur Spotify. Je m'appelle Maï Biderman, je travaille à l'agence Radar RP et c'est moi qui réalise cette série podcast. À bientôt.